et bonjour. L'épisode va commencer dans quelques secondes, mais vraiment, j'aimerais d'abord remercier très chaleureusement Alexandre et Jean qui sont les mécènes du mois. Merci énormément pour votre soutien, je suis contente que le podcast vous plaise. Et merci à toutes les personnes qui soutiennent Passion Médiéviste. D'ailleurs, j'aurai d'autres personnes à remercier à la fin de l'épisode. Voilà, bonne écoute en différé de Grenoble. Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi ? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru ! Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Qu'est-ce que vous savez du Moyen-Âge ? Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? Vous pensez peut-être à Jeanne d'Arc, aux cathédrales et aux chevaliers, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, c'est-à-dire de l'année 500 à l'année 1500, en gros. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, c'est-à-dire des gens qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils et elles vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils et elles vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 102. 102, c'est fou ça. Émilie et les traités d'agriculture à la fin du Moyen-Âge, c'est parti. Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'enregistre dans un cadre très particulier. Alors déjà parce qu'on est à Grenoble, comme dans l'épisode précédent, mais avec un public différent, très chaud. Et oui, parce que cet épisode est enregistré lors du séminaire annuel du collectif Maigre, donc le Moyen-Âge interdisciplinaire à Grenoble, joli acronyme, je souligne, un séminaire qui réunit un collectif de chercheurs et chercheuses en médiévistes en littérature, histoire et histoire de l'art à l'université Grenoble-Alpes. Donc déjà, merci beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui donc dans ce séminaire. Et je dis nous, parce que bien sûr, je ne suis pas la seule au micro. J'ai le plaisir de recevoir dans cet épisode Émilie Demouzel. Bonjour Émilie. Bonjour Fanny. Émilie, tu es doctorante en langue et littérature médiévale en 2e année au laboratoire Littéart. Et donc ton sujet de thèse, attention, alors il est un petit peu long, avec plein de noms compliqués, mais je vais y arriver, j'en suis sûre. Peut-être. La manière dentée et plantée en jardin, étude de la diffusion des traités agronomiques en français de Pietro de Crescenzi à Charles-Étienne et Jean Liébaud, 1373-1564. Je reprends ma respiration. Et tu es sous la direction de Fleur Vigneron. Et tu n'es pas la première personne que je reçois qui est sous la direction de Fleur Vigneron. Et non, j'avais déjà aussi reçu Alice Laforêt qui nous avait parlé de l'arbre. Et si, rappelez-vous. Et j'en profite aussi pour dire que ce n'est pas la première fois qu'on parle d'agriculture dans ce podcast. Je vous renvoie pour ça vers 4 de mes épisodes. Oui, dès maintenant, je renvoie vers tout le monde. Comme ça, tout le monde, si vous voulez en savoir plus sur l'agriculture. J'ai fait l'épisode 96 sur les monts du Cantal, l'épisode 79 sur l'agriculture dans le sud-ouest de la France, l'épisode 65 sur les Vosges et l'épisode 59 sur les moulins à Paris. Et alors vraiment, aujourd'hui, je suis très contente qu'on fasse ce sujet parce que j'ai une passion pour tout ce qui est les écrits concrets au Moyen-Âge, des écrits qui permettent en fait d'en savoir plus sur la vie quotidienne d'une façon ou d'une autre. Donc vraiment, je suis très contente qu'on fasse ce sujet aujourd'hui. Et première question rituelle d'un patient médiéviste, Émilie, pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet ? Alors, c'est une vaste question pour le coup, parce que je m'attendais absolument pas au début de mes études à finir par faire des recherches sur les traités d'agriculture au Moyen-Âge. J'en suis venue à ces traités, c'est un petit peu par hasard, parce qu'en fait, arrivée à la fin de ma licence, je me suis dit que je voulais m'orienter vers un master recherche. Et pour s'orienter vers un master recherche, il fallait réfléchir à un sujet potentiel de recherche pour un mémoire. Et donc, j'ai réfléchi un petit peu au cours de toute l'année et il s'avère que j'ai eu des cours de littérature médiévale cette année-là, donnés par Fleur Vigneron. Et je me suis passionnée pour le Moyen-Âge. Ça a été une révélation. Je me suis dit, je veux absolument faire quelque chose sur le Moyen-Âge. Donc, je suis allée discuter avec elle à la fin d'un cours. Elle m'a donné un rendez-vous, on s'est vus dans son bureau. Et puis, elle m'a proposé, en fait, elle commençait un travail sur Pietro de Crescenzi, qui est dans le titre de ma thèse. Enfin, ça faisait un moment qu'elle travaillait dessus, je pense. Et elle m'a proposé, en fait, de me concentrer sur un traité
qui était attribuée à Pietro de Crescenzi et elle me proposait d'en faire l'édition critique. Alors moi, je savais pas du tout ce que ça voulait dire édition critique. J'étais aussi un petit peu étonnée qu'on me propose en fait de travailler sur un traité agricole. Parce que bon, c'est pas forcément la première chose à laquelle j'ai pensé en me disant je vais travailler sur le Moyen-Âge. Quand on pense littérature, oui, c'est pas trop ça. Voilà, non plus littérature, Moyen-Âge, c'est pas le premier truc qui est venu à mon esprit. Et puis par la suite, donc j'ai vu aussi d'autres professeurs qui m'ont proposé des sujets vraiment très littéraires. Et puis en réfléchissant, je suis allée regarder ce traité qui est disponible en ligne. Et puis je me suis dit, mais non, mais c'est génial en fait. Il faut que je fasse une enquête sur le texte. Il faut que, l'édition en fait, c'est de rendre le texte accessible. Une édition moderne dans le sens où on entend les livres à l'heure actuelle, puisque le traité en question, c'était un traité du début XVIe siècle, donc qui était uniquement disponible dans la version début XVIe siècle. Et donc, en sachant que j'étais aussi par ailleurs passionnée par les plantes, par le jardin, etc., je me suis dit, je pense que c'est pile le sujet qu'il me faut, donc je vais faire mon mémoire là-dessus. Et puis, mon mémoire s'est fait, j'ai travaillé sur ce texte. Au cours des recherches pour mon mémoire, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait plein d'autres petits traités d'agriculture qui n'avaient pas forcément un auteur établi. Et donc, je me suis dit, mais en fait, il y a plein de recherches à faire dessus, ça pourrait faire l'objet d'une thèse. Et puis par la suite, donc, j'en ai discuté encore avec Fleur Vigneron, qui m'a dit, il n'y a pas de problème, on peut se lancer dans une thèse là-dessus. Donc, voilà. Mais c'est génial. Mais aussi, avant qu'on rentre dans le détail, déjà, pourquoi est-ce que du coup, tu fais une thèse de littérature et pas une thèse d'histoire? Enfin, tu pourrais étudier le côté un peu économique de la chose avec le côté étude concrète. Pourquoi du coup tu fais une thèse de littérature et pas d'histoire? Alors déjà parce que j'ai fait des études en littérature et pas en histoire. Donc forcément, c'était la suite des choses. Donc Fleur Vigneron est aussi professeure de langue et littérature médiévale. Et en fait, justement, ces petits traités... les traités agricoles, de manière générale, sont souvent étudiés du point de vue de l'histoire, mais absolument pas du point de vue des lettres. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est histoire du livre. Alors moi, je vais avoir un petit peu un côté aussi histoire des mentalités, proche de l'histoire pour le coup. Et puis, tout ce qui est études linguistiques, qui n'est absolument pas traité, pour le coup. D'où l'intérêt d'entrer dans ces petits traités par le biais de la littérature et de la langue, principalement. C'est vrai que quand je reçois des personnes parfois où quand ils font des thèses d'histoire, ils ont tellement une approche pluridisciplinaire que j'ai l'impression qu'on peut faire une thèse d'histoire sur tous les sujets. Mais c'est vrai que du coup, toi, en littérature, tu as effectivement un peu plus, réduit, mais pas, je dis pas du tout ça de façon péjorative, hein, bien sûr, mais vraiment, tu t'attaches au texte, tu t'attaches au livre lui-même. Oui, exactement. Et en fait, c'est vrai que quand je parle de mon sujet de thèse un peu à droite à gauche, avec d'autres doctorants aussi, les gens sont souvent surpris en me disant « mais t'es pas en histoire, t'es en lettres ?» Et donc, j'argumente un peu en disant « oui, parce que moi, je vais essayer d'analyser des choses qu'on n'a pas encore vues sur ces traités par le biais du regard des lettres sur ces textes-là. » Du coup, tu as répondu à ma question d'après, mais éventuellement, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur qu'est-ce que tu veux montrer dans ta thèse sur ce texte ? Oui, en fait, il y a plusieurs aspects. Il y a déjà le fait de rendre les textes accessibles dans le sens où, comme je le disais, pour le texte de mon mémoire, en fait, ces textes n'existent que dans leur version moi, ça va de la fin 14e siècle à début 16e siècle. Et donc, je veux les rendre accessibles, d'une part, donc en les transcrivant. Et puis ensuite, donc il y a tout l'aspect linguistique dont je te parlais. Donc là, je suis en ce moment, pour ma 2e année, en train de travailler justement sur les premières attestations de certains mots en français qui apparaissent dans ces traités-là. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit encore, mais je travaille sur les textes en français. Les premiers traités qui ont été écrits en français sur l'agriculture. Donc il y a tout un intérêt linguistique là-dessus. Et puis je vais avoir aussi une partie, comme je disais, donc histoire culturelle, qui est à cheval entre les lettres et l'histoire, si on veut, sur pourquoi est-ce qu'on lisait ces textes, qui les lisait, qu'est-ce qui intéressait les lecteurs à l'époque sur ces sujets-là. Et justement, avant de parler en détail des sources et donc des manuscrits que tu étudies, parlons un peu du savoir agricole au cours du Moyen-Âge. Alors déjà aussi, parlons un peu de définition du sujet. Moi, c'est vraiment passion, définition du sujet. On dit agricole, agronome, agriculture, parce que du coup, ma question, c'est est-ce qu'on retrouve déjà de la mise à écrit des connaissances agricoles dans des textes avant le XVe siècle ? Alors, moi, en fait, là, on dit agriculture depuis tout à l'heure. Un des pans de ma thèse, ça va être de définir un petit peu sur quoi portent exactement mes traités.
savoir si c'est des traités d'agriculture, donc qui englobent tout ce qui est culture des champs, culture des arbres, culture des légumes. Ça peut être aussi au niveau des animaux qui sont utilisés dans le domaine agricole. Et puis de savoir aussi ou pas si ce sont des traités qu'on dit d'agronomie, c'est-à-dire qui ont une réflexion sur la manière dont on pratique l'agriculture au Moyen-Âge. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs mots qui cohabitent. Et puis pour ce qui est de ta question sur les textes qui ont déjà été mis par écrit avant le XVe siècle. Ou même les connaissances, en fait. Est-ce qu'on peut trouver des bribes de connaissances dans d'autres textes ? Alors bien sûr, oui. Déjà depuis l'Antiquité, on écrit des traités d'agriculture qui peuvent être très complets. Et puis à partir du Moyen-Âge, on a un paquet de textes qui reprennent ce qu'ont écrit les auteurs antiques. Comme on le voit pour la médecine ou pour d'autres choses exactement. Comme ça, ouais. Et puis, il y a un traité qui est très important, qui est le traité de Pietro de Crescenzi, qui est donc dans le titre de ma thèse, qui, lui, a écrit un traité d'agriculture en latin, en Italie, au début du XIVe siècle, et qui, lui, c'est un traité en 12 livres, et il amasse, en fait, toutes les connaissances qu'on a en termes d'agriculture, en référant aux auteurs antiques, mais aussi en faisant des observations lui-même, et en ayant donc une démarche d'agronome, en réfléchissant sur comment est-ce qu'on fait de l'agriculture au Moyen-Âge. Du coup, avant lui, on n'avait même pas quelques auteurs qui avaient essayé d'innover sans pas seulement que reprendre les textes antiques ? Pas à ma connaissance, non, pour le coup. C'est un domaine qui va reprendre de l'intérêt milieu-fin du Moyen-Âge, là, pour le coup, et dans lequel on va finir par innover. Donc après, le savoir agricole se transmettait très certainement oralement. Tout ce qu'on savait, c'était transmis de paysan en paysan. Mais en tout cas, qu'il y ait une vraie réflexion sur la manière de procéder en agriculture et puis des innovations, il faut attendre la fin du Moyen-Âge, en effet. Parlons donc maintenant plus précisément de cette source, mais on va d'abord un peu, parce que j'aime bien aussi, placer dans le contexte. Après la définition du sujet, le contexte. Donc comme pour l'épisode précédent de ce podcast, nous sommes donc dans l'Italie de la fin du Moyen-Âge, en tout cas milieu-fin du Moyen-Âge. Et comment est développé l'écrit dans cette société et quelle est la place de l'écrit dans la société ? Au Moyen-Âge, et donc jusqu'à la fin du Moyen-Âge, l'écrit, donc ça passe par des manuscrits, ça passe par des livres qui sont relativement très chers, donc qui ne sont pas accessibles au grand public. C'est-à-dire que qui va avoir un livre, ça va être du côté de l'église, des religieux, des monastères, etc., où on a aussi des copistes, des moines copistes par exemple. Et puis après, ça va être des riches propriétaires qui peuvent se permettre d'avoir un livre. Donc la diffusion de l'écrit, elle se fait comme ça jusqu'à... Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la bascule avec l'imprimerie, puisque mon traité se situe à cheval en fait, entre la tradition manuscrite et les imprimés. Et donc, à partir de l'invention de l'imprimerie, forcément, il va y avoir une explosion de tous les types d'œuvres, que ce soit des traités agricoles ou non. Donc, c'est comme ça que ça se développe sur la fin du Moyen-Âge. En fait, on a des livres qui deviennent de plus en plus accessibles, et donc un savoir qui se transmet aussi de plus en plus. Et donc, pour les écrits savants, qui écrit d'habitude ce genre d'écrit ? Du coup, pour les écrits savants, ça va être soit des copistes, donc que ce soit dans des abbayes ou payés par des riches propriétaires, qui justement vont piocher dans les bibliothèques qui sont à disposition justement dans ces milieux-là pour compiler un savoir dans un premier temps. Puis après, on a le cas de Pietro de Crescenzi, qui était un notable originaire de Bologne, qui lui a en fait pris un petit peu de recul par rapport à ses sources pour essayer de mettre un savoir supplémentaire qui découle de ses observations qu'il a pu acquérir en allant regarder ce qui se passait dans les champs en fait, à l'époque. Et est-ce que, alors je sais que c'est le cas pour la médecine ou pour les mathématiques, mais est-ce qu'on a des cas de diffusion des textes arabes pour l'agriculture ? Parce que on peut se dire c'est pas du tout les mêmes régions, donc pas du tout la même agriculture, mais est-ce qu'on a ça aussi ? Alors pas à ma connaissance. Pour le coup, je sais que certains de mes traités citent des médecins arabes, parce que les plantes, il y a aussi tout ce qui est usage médicinal des plantes, mais pas à ma connaissance au niveau de l'agriculture pure. C'est vraiment des sources gréco-latines qui sont utilisées. Bon alors, continuons justement à parler donc de notre auteur. Et donc à Bologne, qu'est-ce qu'on sait de lui vraiment ? Raconte-nous un peu c'est quoi sa vie, c'est quoi les bails ? Je suis pas une spécialiste de Pietro de Crescenzi. Bon, juste, t'as son nom dans le titre de ta thèse, juste oui, ça. Mais c'est simplement que c'est un notable qui vivait à Bologne et qui s'est intéressé... C'était un laïc, exactement. Et il s'est intéressé à l'agriculture et en fait, il s'est amusé, si on veut, à recenser tout ce qu'on savait à peu près sur l'agriculture à ce moment-là, enfin du moins tout ce qui était accessible
à la lecture en agriculture. Et donc Pietro de Crescenzi s'est passionné pour tout ce qui est agriculture et donc il a vraiment eu cette démarche d'essayer d'aller voir, alors je ne sais pas s'il a peut-être interviewé des paysans à l'époque, etc., mais essayer de voir ce qui se passait dans les champs et quelle était la bonne façon de faire par rapport aux sources qu'il avait. Donc c'est vrai que dans son texte, dont je ne suis pas une spécialiste non plus, mais que j'ai un petit peu lu pour certains aspects, il a vraiment cette réflexion-là de se dire, dans telle région d'Italie, on fait comme ça, est-ce que c'est la bonne manière de faire, ou de donner son avis sur telle ou telle façon de faire. Donc il y a vraiment cette démarche supplémentaire qui se met en place chez lui. Et alors ce traité, raconte-nous en détail, qu'est-ce qu'on a dans ces 12 livres, de quoi il parle ? Ces 12 livres, donc, ils concernent chacun une partie bien spécifique des travaux agricoles. Moi, les livres qui m'intéressent, c'est principalement, par exemple, le livre 4, qui est intégralement consacré à la vigne, à la culture de la vigne, comment la soigner, comment faire pour avoir le plus de raisins possible, le meilleur raisin, etc. Comment faire le vin aussi. Le livre 5, qui est consacré intégralement aux arbres, et notamment aux arbres fruitiers. Donc la culture, pareil, le soin des arbres, les greffes, etc. Et puis, il y a aussi un livre sur les herbes, qui sont donc les végétaux les plus petits qu'on ait, et sur les légumes, qui m'intéressent aussi particulièrement. Sinon, en dehors de ça, il y a des livres sur comment labourer les champs, comment soigner les chevaux, qui sont les animaux les plus utilisés dans l'agriculture, notamment pour tirer les charrues, etc. Et puis, donc c'est une somme, en fait, sur tout ce dont on a besoin pour pouvoir cultiver la terre, en fait. Et du coup, est-ce qu'il se situe, on peut dire, dans la tradition des encyclopédies du Moyen-Âge qui compilaient des savoirs plutôt parfois sur les animaux ou les bestiaires, mais parfois on voyait que dans ces écrits-là, il n'y avait pas forcément une volonté d'authenticité, de vérité, parce que donc on avait des animaux fantastiques et tout ça, et parfois on avait donc notamment dans les bestiaires des morales plutôt chrétiennes, donc en fait ça servait plutôt à mettre en valeur les valeurs chrétiennes. Donc là, comment tu te situes avec ton texte par rapport à ça ? Toujours sur le texte de Pietro de Crescenzi, qui ne fait pas donc, partie de mon corpus, mais c'est la borne. En fait, c'est à la fois dans la lignée des encyclopédies, dans cette idée de compilation, mais en même temps, ça s'en éloigne par rapport à ce que tu dis sur tout ce qui est un peu fantastique, puisque là, on est vraiment sur un savoir le plus pratique possible. Mais c'est pas pour ça qu'on ne trouve pas des conseils, par exemple sur le soin des arbres, un petit peu farfelus, sur des greffes miraculeuses, etc. C'est présent, mais on est vraiment sur un texte pratique, technique, qui est plus proche de la réalité pour le coup. Du coup, à partir de ce texte, tu en as étudié d'autres, donc qui constituent tout ton corpus pour ta thèse, c'est ça ? Voilà. En fait, Pietro de Crescenzi a été traduit très vite en italien, puis en français. Donc c'est la première borne en fait de mon corpus, 1373. C'est la commande de Charles V de la traduction française. Donc le roi Charles V en France. Ouais. Un roi qui a initié beaucoup de traductions, et il a demandé une traduction du livre de Pietro de Crescenzi. Et donc je disais, c'est ma première borne pour mon corpus, 1373, parce qu'en fait, à la suite de ce traité, on n'a pas eu de grand traité d'agriculture écrit jusqu'à 1554, où Charles Étienne, qui est aussi dans le titre de ma thèse, a écrit un gros traité en 10 livres, toujours en latin, qui lui a été traduit en français en 1564 par Jean Liébaud, toujours dans le titre de ma thèse. Et donc c'est pour ça que j'ai ces deux bornes-là, en fait, entre Pietro de Crescenzi et Charles Étienne. Il n'y a rien qui a été écrit de manière, de grands livres d'agriculture. Par contre, on a remarqué qu'il y a plein de petits traités directement écrits en français, qui sont apparus sur cette période de quasiment 2 siècles, et c'est ceux-là qui m'intéressent. Donc de quoi ils parlent, ces traités, et d'où est-ce qu'ils viennent ? Alors, justement, je parle beaucoup de Pierre de Crescence ou Pietro de Crescenzi depuis le début, parce que la plupart d'entre eux se revendiquent comme étant tirés du livre de Pierre de Crescence. Donc lui, il a vraiment, effectivement, non seulement c'est le premier, mais il a vraiment fait date, et donc beaucoup de gens y font référence. Oui, exactement. On en garde beaucoup de manuscrits. Il a été imprimé par la suite, il a été traduit dans plusieurs langues, donc c'est vraiment un traité d'une très grande importance. Et en effet, donc ces petits traités se revendiquent de Pietro de Crescenzi. C'est un nom qui fait autorité dans le domaine. Et donc ils viennent d'où ? Ils parlent de quoi ? Enfin, ils reprennent quels aspects du traité ? Alors justement, c'est là que c'est intéressant et que je resserre un petit peu le sujet. Alors ces petits traités, ils ont été beaucoup imprimés. Donc j'ai quelques manuscrits qui recensent ces traités-là, mais c'est pas la majorité des textes que j'étudie. C'est principalement des imprimés, donc qui datent d'après 1450.
et qui ont été en fait imprimés un petit peu partout en France, donc principalement à Lyon et à Paris, mais ça s'explique parce que c'est des grands centres d'impression. Mais donc j'en ai trouvé un petit peu partout en France, donc je sais qu'ils ont été vraiment diffusés. Et c'est que des imprimés que tu as? Tu n'as pas de manuscrits donc écrits à la main avant l'imprimerie? J'ai quelques manuscrits, mais principalement des imprimés. Et donc, de quoi il parle? Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a un petit resserrement sur les arbres, et principalement les arbres fruitiers. Donc moi, je ne vais pas te parler forcément du labour des champs, etc. Parce que... Quel dommage. Voilà. J'ai des textes qui parlent intégralement des arbres, et de quelques légumes aussi. Enfin, pas mal de légumes aussi, mais c'est voilà. Comment produire des fruits et des légumes, pour le coup. Parce que du coup, ces petits traités, est-ce qu'ils ont une vocation de description ou alors d'enseignement? Et si c'est d'enseignement, c'est par qui, vers qui? Ils n'ont pas une vocation d'enseignement pour la plupart. Je fais une petite exception pour mon corpus parce que j'étudie une partie du Ménagier de Paris. Ah, on aime bien ce texte, on aime bien. Je pense que voilà, tu en as déjà entendu parler. Ouais, donc, en gros, c'est donc un texte qui a été écrit pour une jeune femme d'un bourgeois de Paris. En gros, c'est un manuel pour comment être une bonne épouse et avoir tous les savoirs pour savoir entretenir une maison et autres, c'est ça? Exactement, en fait, voilà, c'est écrit à sa jeune épouse qui devait avoir 15 ans. Un truc comme ça. Et en fait, c'est pour lui apprendre comment tenir la maison, comment faire notamment le jardin. Et donc, il y a peut-être une exception à faire sur ce texte-là qui est vraiment visé de très pratique, mais en effet visé d'enseignement. Sinon, mes autres traités, c'est quelque chose qu'il faudra peut-être que je discute dans le cours de ma thèse. C'est pas vraiment des traités à visée vraiment didactique, donc vraiment d'enseigner où on nous dit très clairement... Ceci le manuel. Voilà, c'est pas un manuel, mais par contre c'est des traités techniques avec des conseils très précis sur comment faire telle greffe, comment planter les choux, par exemple. Il y a les choux dans mes traités. Quand les planter, quand récolter tel type de fruits, etc. Donc c'est vraiment à visée pratique. Oh j'arrive pas trop tôt. Oh mais non, entrez, restez pas dehors. Oh, je vais tout vous salir. Bah non, passez, entrez, oulala. Vous apportez ces quelques blettes? Oh bah écoutez, fallait pas, vous êtes bien frais. Asseyez-vous donc. Écoutez, je vous dis, je suis passé devant vos cerisiers. Mais je me suis dit, mais bon Dieu, mais comment c'est possible d'être aussi doué avec des arbres fruitiers? Mais vous savez que vous avez, mais attendez, vous avez un talent fou, mais vous savez ça. Vous savez que vous avez du talent. Merde, des fois j'ai envie de dire, il faut le savoir, ça non? Mais alors, passer la mi-saison, ça arrive, c'est déjà sec comme une tarte dans la gueule. Ah ouais. J'ai envie de dire. Ouais. Tandis que chez vous avez eu l'intelligence d'aménager une zone d'ombre, et ça, c'est tout à votre crédit. Ah oui, aménager, vous savez, c'est surtout votre mur qui me fait de l'ombre. Et est-ce que tu vois, du coup, des choses évoluer dans ce texte? Est-ce que les pratiques, est-ce que le côté technologique, en fait, de l'agriculture évolue au cours des textes? Il y a des choses qui évoluent dans les textes de mon corpus. Je ne sais pas forcément si ça veut dire que le savoir et les pratiques évoluaient vraiment d'un point de vue pratico-pratique dans les jardins. Par contre, en effet, les traités les plus anciens que j'ai dans mon corpus sont beaucoup moins développés sur l'aspect technique et sur la précision technique par rapport à des traités qui datent du début du XVIe siècle, où on voit par exemple la technique des greffes qui est de plus en plus décrite, pour le coup, avec jusqu'à 10 manières de faire des greffes pour les arbres. Je ne sais pas si c'est parce qu'on s'est mis à décrire de plus en plus ces techniques que j'ai l'impression qu'il y a une évolution, ou si c'est vraiment quelque chose qui s'est fait sur le terrain. Oui, est-ce qu'elles existaient, mais juste on ne les avait pas mises par écrit, voilà, ou exactement. est-ce qu'on les a développées, et donc on dit on va les mettre par écrit maintenant? Voilà, ça, il faudrait que je fasse une enquête du côté de l'histoire de la greffe. Je sais qu'il y a des choses qui ont été écrites là-dessus. Ouais. C'est génial. Mais là, pour l'instant, je ne pourrais pas répondre plus amplement. Oui, parce que du coup, est-ce que tu as prévu dans ta thèse d'aller voir dans d'autres disciplines le côté un peu pluridisciplinaire, vers les sciences un peu dures, qui permettraient de croiser les sources? Oui, alors comme il y a beaucoup de travaux qui sont en train de sortir à ce sujet, j'espère pouvoir trouver des choses sur les types de végétaux qui sont cultivés au Moyen-Âge, et puis aussi sur ces aspects notamment de la greffe, qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui, à mon avis, fera une bonne partie dans ma thèse. Donc c'est des gens qui nous écoutent et qui travaillent sur ces sujets. Ils peuvent contacter Passion Médiéviste, je les enverrai vers toi, parce que ça se trouve, ça pourrait... Tu vois, s'il y a des gens qui sont en cours de recherche ou quoi, ça pourrait être... En effet. Et aussi, je me demandais, dans les textes, est-ce que ça concerne les jardins privés, ou est-ce qu'on est sur le côté un peu exploitation? Alors, je dirais pas industriel, parce que c'est totalement anachronique de dire ça, mais est-ce qu'on est vraiment sur le côté, professionnel de la chose aussi?
Alors, justement, contrairement aux gros traités d'agriculture qui, eux, sont dédiés vraiment à la culture des champs, donc de manière, on va pas dire industrielle, comme tu le disais. De manière professionnelle. Voilà. Ouais. Ces petits traités, non, c'est vraiment, dans le titre de ma thèse, on voit bien, c'est en jardin. Et ça concerne, en effet, des jardins, et les jardins, très certainement privés, du moins de propriétaires terriens qui ont suffisamment de terrain pour avoir des arbres fruitiers, notamment. Mais ça a usage privé, et j'ai un traité en particulier qui le dit bien, justement dans le prologue, où l'auteur s'explique, il dit, voilà, j'écris ce petit traité parce qu'on a écrit plein de choses sur les arbres fruitiers, alors il cite des auteurs grecs, des auteurs latins, en disant, on a écrit des livres, mais c'est pas forcément pratique de les lire, donc pour mes amis, j'ai fait en sorte de condenser et d'écrire un petit cahier. Alors son petit cahier, il est quand même assez conséquent, mais bon, pour résumer tout le savoir qu'on peut avoir sur les arbres, pour ensuite faire des jardins qui soient agréables et qui fassent profiter la famille. Donc qu'est-ce qu'on avait comme arbre fruitier star à cette époque ? Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que ça dépend des traités, et ça dépend des sources de ces traités, je pense. Mais principalement sur ce qu'on peut appeler... la France, même si les limites de la France à l'époque, c'était pas les mêmes qu'aujourd'hui. On a les cerisiers, les pommiers, les poiriers, les pruniers, qui sont vraiment majoritaires. Après, on peut avoir de la châtaigne, les groseilliers, beaucoup. Et est-ce que tu as eu des différences sur les plantes entre la France et l'Italie déjà ? Alors oui, parce que les textes qui s'inspirent vraiment... Alors, il faudra que je détermine encore si c'est vraiment de Pietro de Crescenzi ou d'autres textes italiens. Il parle d'arbres qui sont du pourtour méditerranéen. Donc j'ai l'olivier, j'ai le citron. Alors souvent, quand on parle de citron dans les textes médiévaux, c'est pas vraiment le citron, on l'entend à l'heure actuelle, c'est le citron cédra, très exactement. Ah, le cédra. Voilà. Oh, ma grand-mère adore ça. Donc j'ai même les palmiers dattiers aussi. Mais par contre, c'est vrai que des textes qui ne s'inspirent pas directement de l'Italie, j'aurais pas du tout ces variétés-là. C'est plutôt des variétés du nord, pour le coup, pommiers, poiriers... Les cédras, on n'en trouve pas beaucoup dans le nord de la France. Non, quoi. Voilà, ça devient compliqué. Et est-ce que tu as eu peut-être, en dehors des arbres, d'autres différences entre le côté français et italien ? Oui, alors il y a des choses assez intéressantes sur l'importation de certains légumes qu'on n'avait pas forcément en France avant le XVIe siècle, comme par exemple le brocoli, que je ne retrouve pas dans les textes, on va dire, vraiment français centrés, mais sur les textes qui viennent d'Italie, en effet, on a le brocoli qui apparaît, et qui n'était pas, en fait, dans les textes médiévaux, plutôt du nord de l'Europe. Et alors là, tu n'es que en deuxième année de thèse, donc bien sûr, il y a plein de sujets dont tu pourras nous parler encore dans quelques années, si jamais tu veux revenir. Mais comment se passent tes recherches en ce moment ? En ce moment, je suis plutôt contente de moi, en fait, parce que je trouve que ça avance bien. En fait, j'ai mis du temps à pouvoir commencer à produire quelque chose, à avoir des résultats, on peut appeler ça comme ça, oui. Parce que j'ai dû chercher les textes qui constitueraient mon corpus. Donc ça a été parfois un peu laborieux, parce que j'ai passé des heures et des heures la tête dans des catalogues de bibliothèques, à faire des enquêtes à droite à gauche. Oui, ils n'étaient pas recensés. Non. Tes traités, tu as dû vraiment les chercher toi-même. Oui, vraiment. Donc essayer de trouver... quel titre pourrait peut-être contenir un texte qui m'intéresse dans les différents catalogues, sur les dates qui constituent mon corpus, etc. Donc ça a été un peu laborieux. Après, j'ai dû transcrire mes textes, ce qui a aussi été laborieux. Donc là, l'italien, le latin, le français ? Alors, juste français, parce que comme c'est que des textes en français, c'est que du français. Bon, j'avais cette facilité-là, mais ça reste quand même des textes anciens. Donc puis le français médiéval, il y a des faux amis et tout ça, ça peut être compliqué parfois. Oui, c'est pas évident, des graphies un peu bizarres, des choses pas très nettes, mais je m'en suis sortie. Et c'est vraiment après ces étapes préliminaires, on peut dire ça comme ça, que j'ai vraiment commencé à rentrer dans les textes, à relever toutes les variétés de plantes que j'avais dans ces textes-là, principalement des arbres, comme je disais. Et là, ça devient vraiment passionnant, parce que c'est un petit peu une enquête sur déjà les différents végétaux, sur l'histoire des livres aussi, l'histoire des textes, savoir qui les a écrits ou qui les a fait imprimer, qui pouvait les lire, etc. Donc c'est vraiment une sorte d'enquête policière. Et donc voilà, je suis au début pour l'instant, mais c'est vrai que ça reste globalement passionnant, parce que je tire des fils et puis petit à petit, ça me donne du contenu. Donc là, tu travailles sur combien de textes en tout ? En tout, je dois avoir 8 ou 9 textes. En fait, ça dépend de si on considère qu'il y a plusieurs versions d'un même texte. Parce que j'en ai qui, on va dire, une version augmentée quelques années plus tard. Donc si on considère que c'est le même texte ou non. Mais
en gros 8 ou 9 On met des textes. 0,5 si tu veux. Ouais, allez, 8,5. Donc là, est-ce que tu es encore en recherche de textes ou est-ce que tu continues actuellement d'en chercher ou est-ce que tu te concentres déjà sur ce que tu as? Alors là, pour l'instant, je pense avoir vraiment fini de choisir mes textes, on va dire ça comme ça. Enfin, choisir. Trouver tous les textes, du moins, qui correspondent à mon corpus. Donc, je me concentre vraiment sur ce qu'il y a dedans. Après, il y a des surprises. Par exemple, là, je te dis donc 8-9 textes, mais il y a un texte qui est arrivé cette année parce que j'avais pas pu aller consulter l'ouvrage en bibliothèque l'année dernière. Donc, j'y suis allée que cette année. Et j'ai découvert qu'à la suite d'un de mes traités, il y avait un autre petit traité qui s'est ajouté. Donc, je suis pas à l'abri de retrouver encore Là aussi, un texte. si des gens nous écoutent et qu'ils ont déjà repéré dans leur recherche peut-être un traité, bon, peut-être que tu l'avais déjà repéré, mais si ça se trouve, il y en a que tu n'as pas encore vu, bah, forcément, tu peux pas avoir fait toutes les archives de France, vraiment, Non, t'exagères, oui. t'aurais pu faire ça en un an de thèse, hein, en 1 an et demi, 2 ans. Donc si jamais des gens en ont découvert, ils peuvent là aussi te les transmettre. Mais tout à fait. Tu restes du coup sur l'espace français, Oui. mais si jamais quelqu'un te sort un truc allemand ou quoi, donc tu te dis non, pas peut-être alors, tout de suite. Je pourrais regarder dans le sens où ça peut peut-être constituer une source ou peut-être une continuité ou une traduction de certains traités. Je sais que j'ai trouvé une traduction anglaise d'un de mes traités, donc là oui, je veux bien le savoir pour le recenser. Par contre, en effet, je n'étudierai que les textes en français. Oui, donc tout ce qui est espagnol et tout ça, peut-être là, Voilà, non. ça ne me concerne pas. Et du coup, quelles sont les principales difficultés que tu as dans tes recherches? Peut-être l'accès au texte, parce que tout ce qui est texte, par exemple, conservé à la Bibliothèque nationale de France, on a de la chance, ils sont globalement tous numérisés. Donc eux, j'ai vraiment accès. Donc sur les sites comme Gallica et tout ça? Exactement, voilà. Par contre, quand on commence à avoir des traités qui sont conservés dans des bibliothèques municipales, un peu... Oui, non, forcément, voilà, ils sont vraiment, pas bien recensés, pas voilà, bien... Ouais. Certains bibliothécaires que j'ai contactés ont découvert le texte avec moi. Donc, si j'ai de la chance, et souvent ils sont bien sympathiques dans les bibliothèques municipales, ils veulent bien m'en faire des photos, et dans ce cas, j'ai pas besoin de me déplacer à droite à gauche pour voir les traités. Mais il y a aussi des traités des textes qui sont trop fragiles pour être numérisés, donc il faut se déplacer. Ou alors d'autres qui ont été perdus, mais qui sont recensés dans certains catalogues, donc on ne sait pas trop de quel texte il s'agit en réalité, on ne sait pas s'il y en a qui ont été perdus entre-temps. Donc c'est un peu la chose la plus difficile, je pense, dans l'état actuel de mes recherches sur cette thèse. Parce que là, c'est intéressant aussi, on l'a déjà dit plein de fois dans Passion médiéviste, mais je pense que c'est toujours bien de le dire, c'est qu'on a l'impression qu'on connaît déjà toutes nos archives, qu'on sait déjà tout ce qu'il y a dedans, mais en fait non, il y a un gros boulot encore aujourd'hui dans pas mal d'endroits d'inventorier, de fouiller pour mieux connaître ce qu'on a dans les archives. Oui, tout à fait. Et quand tu dis mieux connaître, en effet, c'est parfois, il y a juste le titre du texte qui est vaguement renseigné quelque part, sans nom, sans date, sans auteur, etc. Et en fait, c'est des travaux comme le mien qui permettent d'avoir un peu plus d'informations sur ces textes-là et donc d'enrichir aussi les notices bibliographiques. Et bon, là, on a parlé des difficultés, mais est-ce que tu as eu des bonnes surprises ? Oui, déjà de découvrir certains textes qui n'étaient pas du tout numérisés, et c'est juste trop bien de les avoir sous les yeux. Et surtout, j'ai quelques textes où j'ai des notes en marge de potentiels propriétaires qui ont mis des petites accolades à côté de certains conseils, qui ont rajouté des choses, qui ont changé. Non, ça marche pas. Alors, j'ai pas eu ça. Par contre, j'ai eu des végétaux qui ont été remplacés. Par exemple, un cerisier qui est devenu un laurier ou une chose comme ça, je crois. Et donc, c'est pas vraiment la même façon de s'en occuper. Voilà, ouais. Et je me pose beaucoup de questions parce que c'est un conseil sur les greffes encore de cerisier et apparemment ça s'appliquerait. Alors, c'est pas le laurier, c'est le romarin, pardon. Donc, je ne sais pas. Rien à voir, quoi, en plus. Non, mais apparemment, la personne a peut-être essayé sur le romarin et ça aurait marché, je sais pas. Non, entre un cerisier et le romarin, c'est quand même deux plantes très très oui, différentes. Je suis bien d'accord, oui. Et donc c'est pour ça ces petites surprises de tiens, pourquoi il a barré, il a changé ou il a ajouté ça, c'est assez drôle. Et est-ce que du coup dans tes recherches, alors on parlait d'interdisciplinarité tout à l'heure, est-ce que tu vas essayer de voir si ça fonctionne, ce qu'ils disent? Est-ce que tu veux t'amuser peut-être pour un exemple à dire mais est-ce que les méthodes du Moyen-Âge peuvent encore fonctionner aujourd'hui ou est-ce qu'elles sont totalement dépassées? Alors c'est drôle parce qu'on me pose souvent cette question. Est-ce que tu as testé dans ton jardin? Je pense pas que j'aurai le temps d'essayer. Ce serait peut-être une curiosité sur mes vieux jours quand j'aurai le temps de m'occuper d'un jardin. Mais en tout cas, comme je disais sur les greffes principalement, je sais qu'il y a déjà des choses qui ont été écrites et je sais qu'il y a des techniques, enfin du moins les techniques qui sont décrites dans les traités sont des techniques qui sont utilisées dans le domaine de la greffe et depuis l'Antiquité. Par contre, voilà, de là à te dire si ça marche quand on greffe un cerisier sur un citronnier, bon, j'aurais tendance à dire non, mais allons savoir. Il parle de ça dans les textes? Oui, mélanger un cerisier à un citronnier? Oui, alors je crois que c'est cerise et citron, puis il y a un arbre aussi sur lequel on fait pousser du raisin en même temps que des cerises et des pommes. Enfin, ouais.
Oui, comme tu dis. Donc là, c'est peut-être un peu le côté fantastique du Moyen-Âge qu'on pourrait voir. Oui, alors, peut-être pas que du Moyen-Âge, parce que ça, un arbre un peu bizarre comme ça, on le retrouve déjà chez Pline l'Ancien. Donc là, il a peut-être juste, c'est l'Antiquité. Oui, il y a eu des inspirations à droite à gauche, puis après, il y a aussi cette idée notamment au Moyen-Âge, on a connu beaucoup de famines. Les fruits et légumes n'avaient pas forcément un super goût comme on peut avoir nous aujourd'hui. Donc l'idée en fait d'avoir un arbre sur lequel on peut faire pousser plein de sortes de fruits, voilà, ça fait partie aussi de ces rêves des gens du Moyen-Âge, je pense. Non, je comprends. Alors, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui voudraient peut-être un conseil de lecture pour en savoir plus sur l'agriculture à la fin du Moyen-Âge, est-ce que tu aurais peut-être un conseil de lecture accessible, trouvable en librairie ou en tout cas en bibliothèque ou sur Internet peut-être ? Alors, je pourrais te donner une petite liste d'ouvrages qui, à mon avis, sont déjà bien spécialisés, donc pas forcément accessibles à tout le monde. Par contre, je m'étais noté une belle exposition qui est sur le site de la bibliothèque municipale de Lyon, qui a été dirigée par Michel Jourde et qui s'appelle « Le ménage des champs, du savoir antique aux livres d'agriculture de la Renaissance ». Donc, pile dans le sujet. Une petite exposition où il y a des numérisations de certains traités, etc. et plein d'explications sur comment est-ce que ce savoir agricole s'est transmis de l'Antiquité jusqu'à la Renaissance. Ah c'est top, je mettrai le lien sur le site passionmédiéviste.fr et je mettrai la biblio un peu plus détaillée pour les personnes qui voudraient un peu encore plus creuser, on ne sait jamais. Et alors, pour finir, Émilie, est-ce que c'est la nouvelle question rituelle maintenant dans Passion médiéviste, maintenant depuis peut-être 3 ans, ça fait beaucoup. Est-ce que tu connais peut-être des sources qui ne sont pas assez étudiées et qui, pour toi, pourraient faire l'objet de recherches pour des futurs masterants, des futurs doctorants ? Alors, je vais rester fidèle à mon sujet de thèse, dans le sens où je pense que tout ce qui est traité technique, il y a plein de choses à dire. Donc, je sais qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites et lancées du côté de la médecine dernièrement. Il y a plein de domaines, en fait, scientifiques, on va dire, qui sont pas forcément étudiés. Du moins, il y a plein de traités qui sont pas forcément étudiés à l'heure actuelle. Donc, je pense qu'il y a des choses à faire de ce côté-là. Et en plus, on en avait parlé dans la série que j'avais faite sur Sciences et Moyen-Âge. Et oui, en fait, il y a eu des avancées scientifiques au Moyen-Âge, mais parfois, c'est juste bien sûr, assez étudié. Exactement. Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur le traité d'agriculture, d'agronomie. On ne sait pas encore tout à fait. Donc merci beaucoup, Émilie de Mouzel. C'était passionnant. Donc bonne continuation pour ta thèse. Merci à toi de m'avoir invitée. Puis c'est un plaisir de parler de ce sujet. Merci beaucoup de m'avoir aussi invitée. Donc là, au séminaire du collectif Maigre, donc à Grenoble. Vraiment, je suis très contente. C'est la première fois que je... Oui, je crois que c'est la première fois qu'un séminaire de doctorant, à part à Paris 1 une fois, mais c'était pas pour enregistrer, un séminaire de doctorant m'invite. Donc si jamais il y a d'autres doctorants en France qui veulent venir m'inviter, n'hésitez pas, mais allez voir sur mon site, il y a un espace contact. Auditeurs, auditrices aussi, si le sujet du jour vous intéresse, donc allez voir sur le site, je vous mettrai donc un article en lien avec donc des références. Et en plus des épisodes que j'ai mentionnés en introduction sur l'agriculture, je vous rajoute aussi 2 conseils d'écoute. J'ai fait un épisode sur les jardins en Toscane, donc allez voir, je crois que c'était le 65, je ne sais plus. Donc là vraiment on parlait de jardins italiens, mais là c'était vraiment le côté, vraiment les jardins aristocratiques et tout ça, avec presque les pratiques, comment est-ce qu'on se baladait, les fleurs et tout ça. Et donc je vous renvoie vers l'épisode sur l'arbre que j'avais fait avec Alice Laforêt. Là aussi on parlait de savoir la plus encyclopédique sur l'arbre. Et profitez-en tant que vous êtes sur mon site passionmédiéviste.fr, j'ai aussi d'autres podcasts. Passion moderniste sur l'époque moderne et passion antiquité sur l'antiquité. Et je tiens aussi à prendre quelques temps pour remercier les personnes qui ont soutenu Passion médiéviste le mois passé. Nelly, Franck, Marion, Bernard, Maxime, Yann, Zoé, Salomé, André, mais aussi Simon. Encore merci à toutes et tous et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Passion médiéviste. Salut! Alors en fait, je le savais pas au moment de l'enregistrement de l'épisode, mais je peux vous le dire à vous qui êtes restés jusqu'à la fin du générique. Dans le prochain épisode de Passion médiéviste, donc qui sortira le mois prochain, ou qui est déjà disponible si ça se trouve à l'heure où vous écoutez ce podcast, on va voyager, on va traverser l'océan Atlantique, et on va parler des Aztèques, qu'on appelle aussi les Mexicas. Voilà, à bientôt, pour de vrai maintenant.